Tant qu'on n'a pas à la payer, on peut vite avoir tendance à l'oublier. Alors aujourd'hui, on va parler de la dette technique. Alors c'est un concept qui est assez vieux maintenant, qui a une trentaine d'années, qui a été inventé par Ward Cunningham. J'espère avoir prononcé son nom correctement. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai la chance d'avoir au micro Fabrice Hubertosi, qui travaille en tant que responsable architecture applicative chez Page. That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Fabrice, est-ce que il y a une question que je pose toujours, déjà bonjour, et il y a toujours une question que je pose avant de démarrer, c'est est-ce que tu te souviens de ton premier projet informatique? Oh là, oui, je m'en souviens de mon projet informatique. Je connaissais d'ailleurs pas grand-chose à l'époque à l'informatique. C'est quand j'étais en thèse. Du coup, je m'y suis mis et voilà. J'ai eu j'ai été formé un petit peu en C++ à l'époque avec Borland. Builder, là, c'était Ouais, épique. la belle époque. Ah, la belle époque. Mais voilà, je me suis Je suis mis. sûr que, je suis sûr que Borland, plus personne ne connaît Borland maintenant Non, chez les jeunes. non, je pense. Alors qu'avant, c'était un monstre, quoi. C'est ça. Donc je m'y suis mis et oui, je m'en rappelle Est-ce bien. que tu peux te présenter rapidement, et puis un petit peu ton parcours chez Cepage? C'est pas facile à dire chez Cepage. Bon, Ouais, peut-être que j'aurais dû m'entraîner avant. ouais, c'est clair. Ouais, donc je suis Fabrice Hubertosi, donc j'ai 41 ans et donc je suis arrivé à Cepage en 2008. Donc c'était plus un profil, comme je viens de l'expliquer, sur une reconversion. Alors j'avais du coup un bagage un petit peu informatique et puis donc je suis arrivé à Dijon pour des raisons perso et j'ai cherché dans l'informatique plutôt que dans ma filiale originelle qui était géologie, hydrogéologie, quelque chose d'assez ciblé et du coup, j'ai été, d'abord embauché en tant que prestataire, à Cepage et ensuite j'ai été embauché définitivement à Cepage. Donc dans la cellule architecture et puis ensuite, j'ai été au départ comme, développeur et ensuite, je suis monté rapidement en tant que responsable de la partie TMA, tierce maintenance applicative et puis, en 2014, je suis passé manager de l'équipe, voilà. Donc j'ai une équipe de 13 personnes, 14 aujourd'hui et je suis en train de la faire grossir un petit peu parce qu'on grossit et du coup, on a de plus en plus de besoins en termes d'archi et donc l'équipe, elle est constituée, grosso modo de 3 profils, des architectes applicatifs, des intégrateurs, système, donc Ops, la partie Ops et puis, des personnes qui sont au support technique de niveau 1 et 2 pour faire de la maintenance technique de l'offre. Voilà. Alors, est-ce que pour ceux qui nous écoutent et qui connaîtraient pas forcément Cepage, est-ce que tu peux expliquer globalement ce que fait Cepage et puis Ouais. globalement un petit peu la stack technologique que vous avez en place? OK. Donc, Cepage, c'est un éditeur, un progiciel, dans le monde de la santé. Donc, on vend des logiciels aux hôpitaux publics uniquement, en France et enfin métropolitaine et les DOM-TOM. Et donc on se concentre juste sur la partie administrative de l'hôpital. Donc en gros, on a trois gros produits qu'on vend. On vend la partie gestion administrative du patient, hein, quand un patient arrive à l'hôpital et qui fait l'admission, au niveau du bureau des entrées, jusqu'à la facturation à la sortie, donc tout le cycle du patient sur la partie administrative, une location de chambre, la télé, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est le gros de l'offre. Ensuite, il y a la partie, tout ce qui est gestion économie finance de l'hôpital, la gestion des stocks, des produits, des médicaments, des commandes, facturation, tout le processus achat en fait. Deuxième pan de l'offre. Et le troisième pan, c'est la partie GRH, donc toute la gestion des ressources humaines, des agents dans les milieux hospitaliers, donc les payes, les bulletins de salaire, les demandes de congés, toutes ces choses-là en fait, les grades, la gestion des carrières, voilà. Donc ça c'est trois points de l'offre. Et du coup, ta deuxième question c'était? J'ai oublié. La stack La stack technologique pour technique. qu'on se donne un peu l'idée C'est ça. de Donc comment ça marche. on est donc, historiquement, on est sur du J2E7. Donc on est sur du architecture 3 tiers, client-serveur, base de données. Sur la partie client, on est encore en Swing. Donc on est sur du Java déjà. Donc Swing. Côté serveur, on est sur on a du serveur applicatif Wildfly. Donc on est en Wildfly 10. Bon, on est en train de monter en 22. Et puis côté base de données, on est sur Oracle. Voilà, Oracle, base de données Oracle. Et donc ça, c'est le gros Donc de... finalement, une architecture assez classique dans le monde du J2E. Ouais, c'est ça. Et on est en train justement d'avoir une stratégie qui est de casser un peu ce bloc monolithique
pour essayer de le découper alors en microservices, mais en microservices pas non plus trop fins. Quand on veut parler dans le classique microservice, on va se retrouver avec 250 microservices à maintenir. C'est pas l'idée, c'est vraiment de raisonner en termes de cycle de vie et d'avoir un découpage un peu plus fin pour nous permettre d'être un peu plus agile. Voilà. Ouais. Alors, moi, je vais rajouter ma sauce parce que j'ai pu travailler avec toi, et puis ça fait de nombreuses années que je vous accompagne sur la partie perf. C'est vrai que le sujet aujourd'hui, on va parler d'aide technique, mais c'est intéressant parce que Cepage, c'est la particularité d'avoir un vrai gros logiciel qu'on peut voilà, avec des tonnes de fonctionnalités, Ouais, une code base qui est absolument gigantesque. ouais, Donc c'est vrai que la dette technique pour vous, c'est vraiment un enjeu dingue. oui. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, à ton avis, c'est primordial d'avoir cette capacité à bien maintenir les applications? Et À en bien, deuxième question, c'est comment vous arrivez à faire ça chez Cepage? à bien matérialiser quoi? L'application, t'as dit? Non, je veux dire à bien maintenir Ah, l'application et maintenir pourquoi c'est important. l'application. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Ah bah oui, ça c'est fondamental. Alors, pourquoi bien maintenir l'application? En tout cas, maintenir l'application à des niveaux de maintenabilité raisonnables, ben, c'est l'image du gros bloc ou du gros monstre qui grossit en fait, hein. On a énormément de lignes de code, on a plusieurs millions de lignes de code. Si on fait pas gaffe à ça, au tout début, même quand on développe un petit évolutif, on se dit: «C'est pas grave, je vais vite parce que le client il le demande vite, donc je fais pas trop attention». Mais en fait, ce petit évolutif, il grossit, et du coup, rapidement, peut-être même 2 ans après, si on fait pas gaffe, le coût pour, mettre à jour, pour faire évoluer le code, pour faire des correctifs, il peut vite exploser, en fait. C'est pour ça que c'est hyper important de s'astreindre à maintenir une dette technique faible. Ouais, puis moi j'ai tendance à dire, et ça je pense que s'il y a alors je pense surtout à destination des jeunes qui démarrent en informatique, 80% du boulot de l'informatique, c'est de maintenir des applicatifs existants. Et même si on regarde en termes de coût, 80% d'un coût d'un logiciel sur son cycle de vie global, c'est maintenir, faire évoluer à la marge. Ça, je pense que c'est jamais assez pris en compte dans les business plans ou dans les débuts de carrière informatique. Tout à fait. Comment vous êtes organisé en interne? Donc toi, tu es vraiment dans la partie architecture. Comment vous êtes organisé un petit peu pour cette maintenance? Alors en fait, comme je te l'expliquais, il y avait 3 gros, produits. Donc, on a du coup 3 pôles métiers qui collent, ces 3 produits. Donc du coup, un D'accord? pôle gestion administration du patient, gestion, économie finance, un pôle GRH. Et au sein de ces pôles-là, du coup, il y a grosso modo une équipe projet, et une équipe TMA. Donc l'équipe projet, c'est pour les gros projets d'évolution, parce on est dans le milieu de la santé, il y a toujours des évolutifs à faire, réglementaires, poussés par, le gouvernement. Par exemple, la DSN, vous en avez tous entendu parler, c'est le prélèvement à la source qu'on a dû faire en GRH, il y a quelques mois de ça. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc il y a des équipes projets pour justement s'occuper vraiment de ces gros évolutifs. Et puis il y a l'équipe TMA, tierce maintenance applicative, qui s'occupe de la maintenance de l'offre. Donc ça veut dire les petits évolutifs et aussi les correctifs, suite à des bugs, qu'on diagnostique soit sur site, soit chez nous, Il puis n'y a on a pas des de équipes de bug. test. Il n'y a pas de bug. Non, ça C'est pas n'existe vrai pas. ça. Ça n'existe pas. Ça se saurait. Et en termes de ratio d'effectifs, c'est quoi? Vous avez plus de gens qui sont dans la maintenance ou plus de gens qui sont dans l'évolutif? C'est à peu près pareil, c'est à peu près pareil. Alors ça dépend D'accord. aussi des moments, par exemple, on a des gros projets, du coup, des fois on bascule des gens d'équipe TMA vers l'équipe projet pour renforcer. Des fois c'est l'inverse, mais grosso modo c'est pareil, quoi. Voilà. D'accord. Ok, alors on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me donner pour toi, qu'est-ce que c'est que, enfin, me donner pour toi la bonne définition de qu'est-ce que la dette technique? OK. Avec tes mots, hein. Me Ouais, sors pas la ouais, ouais, pas de définition souci. Non, Wikipédia. non, non, mais t'inquiète pas. Alors pour moi déjà c'est un concept qui est orienté, maintenabilité. C'est-à-dire qu'il s'agit déjà d'un concept à long terme. Quand on parle de dette technique, on va pas parler de quelque chose, à court terme, sur des jours ou voire des semaines. C'est vraiment quelque chose qui est un concept, à moyen et long terme. Voilà. Deuxième chose, c'est pour moi la dette technique, c'est quelque chose qui commence dès la première ligne de code. C'est-à-dire que c'est un peu, l'analogie au corps humain. À partir du moment où on crée du code, on crée quelque chose, pour que ce code reste en vie, on va forcément avoir à le maintenir. Il y a forcément avoir du MCO à faire, sinon il va mourir. Et du coup, la dette, c'est une dette qui est incompressible en fait, qui s'instancie à la première minute
où on va créer la ligne de code. Voilà. Et en fait, l'objectif, c'est pas de faire une dette technique à 0, c'est qu'elle reste le plus petite possible. Voilà. Et c'est vraiment ça l'objectif. Et en fait, si on fait rien, la dette, elle va grossir lentement, doucement, mais sûrement. Voilà. Donc il y a vraiment des choses à faire. C'est un peu l'analogie au monde de la finance, hein. Et tant qu'on n'a pas à la payer, en fait, on se rend pas compte qu'elle existe, et qu'elle est devenue grosse, ou qu'elle grossit. Et en fait, on va dire, pour résumer ça, ma définition de la dette technique, c'est l'effort qu'il faut faire, hein, un peu à l'analogie à une marche d'escalier, la hauteur de la marche, pour faire que ce code soit toujours le plus nouveau possible. Donc à l'état de nouveauté, et que, autrement dit, à partir du moment où on va créer une ligne de code, elle vieillit, et donc du coup, il y a un écart qui va se faire de manière linéaire par rapport à son coût initial, comme j'ai expliqué, qui est un coût incompressible. Donc en gros, pour moi, si je résume en termes de maths, en gros, pour moi, la dette technique, c'est quelque chose qui est incompressible au tout début, et plus quelque chose qui est proportionnel à l'âge. Un truc en AX plus B, quelque chose d'une fonction affine, quoi. Voilà. Et en fait, le but d'intervenir sur cette dette technique, c'est pas sur le B il est incompressible, c'est sur le AX, c'est-à-dire à chaque fois, on va essayer de faire que de recommencer à 0 le X à un âge nouveau pour que la dette, elle reste petite. Je sais pas si j'étais clair. D'accord. Ouais, je crois que on voit à peu près ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux enfin, du coup, si je comprends ce que tu veux dire, c'est que dans tous les cas, elle est inexorable et elle apparaît dès le début. Oui. Et pourquoi c'est un sujet si compliqué? Enfin, je veux dire, pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à faire des lignes de code qui vieillissent bien? C'est pas facile comme question, mais j'ai des éléments de réponse quand même. Déjà, un code, il vit dans un environnement d'exécution. Donc, il s'exécute dans un serveur, sur un ordinateur, donc il a forcément besoin d'un OS, d'exécutable. Et donc, ces éléments-là, ils vieillissent, hein. Entre le moment où on avait les 486 et puis aujourd'hui, évidemment, les OS ont évolué, les composants ont évolué. Et donc, du coup, il y a régulièrement des mises à jour sur ces composants master. Et du coup, au bout d'un moment, tu as des ruptures de compatibilité qui se font, quoi. Donc, tu es obligé à un moment de faire évoluer ton code parce qu'il est plus compatible avec l'OS ou avec le bas niveau, on va dire. Et puis après, donc ton code, il est jamais tout seul. Il dépend de librairies, il dépend de framework, il est ou de machines virtuelles ou de choses comme ça. Et donc, il est jamais tout seul. Et donc, pareil, même combat, ces librairies-là, elles les évoluent, et tu es obligé à un moment donné de le faire évoluer. Et puis, tu as aussi un moment ton code à toi sur le besoin. Il y a peut-être des bugs, il y a peut-être des correctifs, il y a peut-être des évolutifs à faire parce que le besoin du client ou la personne qui va utiliser ton code va évoluer, et du coup, tu vas avoir besoin de le bouger. Et donc, du coup, à partir du moment où tu vas avoir besoin de le bouger, tu as un effort à faire pour le bouger. Et donc, et c'est là qu'intervient toute la dette. C'est dans quel état est mon code? Est-ce qu'il est facilement est-ce que je peux facilement le bouger, le faire évoluer, ou est-ce que dès que je vais changer une ligne, ça va me coûter très cher parce qu'il faut que je change beaucoup de choses, il y a beaucoup de dépendances, des choses comme ça, en fait. Voilà. Et s'ajoute le dernier point, c'est la sécurité. C'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'attaques de sécurité, et du coup, tu as beaucoup de mises à jour sur la partie sécu au niveau des librairies. Et donc, si tu veux avoir un code sécure, tu es obligé de le mettre à jour. Et donc, tu as des failles de sécu à ne pas générer, quoi. Voilà. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que tu dis finalement la dette technique apparaît parce que l'environnement dans lequel on est évolue tellement vite que de toute façon, le moment où même on sort une ligne de code, on est déjà en retard par rapport à l'état de l'art. C'est ça. On est déjà en retard. C'est mon incompressible, c'est ça. Ouais, c'est ton incompressible. Et c'est ce que tu disais, c'est presque mathématique. Ouais. C'est-à-dire, au moment où vous sortez votre ligne de code, elle est déjà en retard par rapport à ce qu'il faudrait faire dans l'absolu, quoi. C'est ça. Et d'accord, ouais, c'est intéressant. Et ça, je pense que c'est important de bien le comprendre. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que vos développeurs sont nuls que vous avez de la dette technique. Non. C'est en soi l'environnement dans lequel on évolue qui crée cette dette technique, quoi. De base. Par contre, s'ils sont nuls, effectivement, ta dette va grossir un peu plus vite. Voilà. Concrètement, comment on peut s'en occuper
est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des communications à faire, comment on s'organise en fait, comment on essaye de maintenir cette dette technique maintenant qu'on a compris qu'elle était incompressible, Ouais. comment on fait pour essayer de la maintenir la plus basse possible? Ah, c'est un sacré problème. Alors, déjà, on a des outils pour nous aider Moi, en tant que prestataire de service, je dis, bah, c'est pas grave, on redéveloppe tous les 5 Voilà, ans. c'est ça. C'est ça, c'est On ça. renvoie la facture, on n'en parle plus. C'est ça, c'est ça. En fait, en termes d'outils, donc oui, on a des outils d'analyse statique de code, hein, comme du Sonar, ou toi, tu connais ça par cœur, donc qui te mesure. T'as une note de dette technique justement. Bon, après, c'est à prendre avec des pincettes aussi, hein, mais ça te donne quand même une indication sur l'état de ton code et est-ce qu'il est plus ou moins maintenable. Ça, et puis ensuite, face à la dette technique, il y a en général, moi j'ai identifié 3 comportements. Il y a le comportement qui dit, le premier, je m'occupe pas de la dette technique, j'ai pas le temps, on verra plus tard. Enfin, c'est pas le comportement c'est pas du gars inconscient, mais c'est le gars qui vraiment n'a pas le temps de se préoccuper de ça parce qu'il est noyé. Et donc c'est, on verra plus tard. Et donc du coup la note sera salée à la fin. Et souvent on part sur, comme tu dis, une réécriture complète du produit le jour où on doit le réécrire parce qu'il coûte plus cher à maintenir et à bouger qu'à te repartir de zéro, quoi. Voilà, ça c'est la première attitude. La deuxième, c'est je fais pas volontairement d'effort. Je sais qu'il y en a une, mais en fait j'emmène mon code jusqu'à la mort. Il va mourir un jour. Je tire jusqu'au bout, voilà, jusqu'à ce que j'ai une version de Red Hat qui soit mise à jour et que ce soit plus compatible. C'est pas grave. Et puis après, on fera une nouvelle version, quoi. Voilà, c'est la deuxième. Mais c'est pas tout à fait la même attitude parce qu'il y en a un qui est conscient et l'autre qui l'est pas. Et la troisième, c'est je fais régulièrement des efforts pour maintenir cette technique à une taille raisonnable. Donc on repart à chaque fois sur un H0 presque, comme j'ai expliqué. Et voilà, et on essaye de s'astreindre à faire ça. Et alors là, du coup, pour nous, on essaie évidemment de se mettre dans la troisième catégorie parce qu'on a quelque chose de notre produit, on veut pas le réécrire tous les 4 matins, quoi. Donc ça nous coûterait trop cher et ça serait pas viable. Donc évidemment, les 2 premiers, enfin surtout le deuxième, ceux qui peuvent se le permettre, c'est ceux qui ont un code qui est petit et qui peuvent à tout moment le réécrire assez rapidement sans avoir des millions de lignes de code. Voilà. Et donc, Et puis je dirais, ça correspond aussi à une démarche, tu sais, un peu de type startup, test ouais, and c'est ça. learn. On lance, on teste, et puis si ça marche, on Ouais. refera bien, quoi. C'est ça, ouais, complètement, complètement. Et du coup, pour arriver à faire évoluer la dette technique qui a une taille raisonnable, enfin, à faire du quotidien, là, moi, je me heurte souvent à 3 problèmes. Le problème, c'est que du coup, moi, je suis archi, donc on pousse des bonnes pratiques. Voilà, déjà, là, ça commence par recruter des mecs qui sont bons, déjà, à la base. Donc ça veut Tout dire que part toujours de recruter des mecs qui sont bons. non, mais voilà. Donc ça veut dire que quand tu recrutes, tu fais des tests pour sur les développeurs et tu fais pas forcément confiance à leur formation. Tu vérifies que et la formation, être un bon développeur, c'est pas forcément quelqu'un qui connaît bien le code en fait. Faut pas confondre. C'est quelqu'un qui raisonne bien, qui se pose les bonnes questions et même si c'est pas comme on code en Java, en tout cas, il va se poser les bonnes questions. C'est ça. Donc c'est plus des tests de logique qu'on va lui faire que des tests ponte de lycée Code. du code. Ouais, c'est ça. Ensuite, donc nous, on pousse des bonnes pratiques. Nous, on est archi, donc on va pousser des bonnes pratiques, mais la dette technique, elle est dans le code des équipes métiers. Elle n'est pas chez nous. Même si nous, on développe un peu et on en fait aussi, il n'y a pas de souci, mais voilà. Le gros, il est pas chez nous. Donc la difficulté, c'est de faire passer ça dans les équipes métiers. Donc la première difficulté que je rencontre, c'est que il faut convaincre ces équipes-là de tout ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire qu'il y a une dette technique, qu'elle existe, qu'il faut la maîtriser, qu'elle est abstraite, qu'elle est difficile à évaluer, mais que voilà. La première chose, c'est de la pédagogie, c'est expliquer tout ça. Deuxième chose, c'est les convaincre de dégager du temps. Maintenant qu'ils savent que ça existe, il faut leur convaincre de dégager du temps pour faire évoluer leur code sans plus-value métier. C'est-à-dire qu'on va leur demander de passer du temps pour faire bouger leur code, mais eux, ils le vendent, d'accord? Et il faut qu'ils expliquent à leurs clients que la nouvelle release, ben, elle va rien leur apporter de plus. Voilà. Et peut-être même, elle va leur apporter des régressions. Et voilà. Et peut-être même qu'elle va leur apporter des régressions. Ça nous est déjà arrivé, donc je vais pas faire le pied bouche, hein, voilà. Et voilà. Mais par contre, voilà. Et le dernier point, c'est ensuite convaincre nos clients que c'est eux qui achètent le produit, qui vont avoir certaines releases, qui vont rien leur apporter, qui vont leur coûter quand même, ils vont la payer, mais ça leur apporte rien. Alors on a toujours quand même l'argument maintenant sécurité.
sur lequel on peut Ouais. s'appuyer en disant, bah non, non, elle vous apporte rien, mais elle est plus sécurisée, elle corrige certains nombres de... Là, ok, d'accord, si elle est plus sécurisée, je peux acheter. Voilà. Mais c'est ces trois points qui sont compliqués à faire passer, et c'est du travail au quotidien pour arriver à faire passer le truc, quoi. Mais c'est vrai que ce que tu dis, je l'avais pas verbalisé, mais c'est vrai que depuis qu'on a la sécurité, on peut se cacher pas mal derrière cet argument en disant, écoutez les gars, Ouais, il faut qu'on y aille parce qu'on a des failles de sécurité majeures. ouais, C'est vrai que c'est un argument un peu de poids et d'autorité presque qui ouais, permet de faire passer des montées de version sans trop d'évolutif, quoi. c'est ça. C'est ce qu'on essaie de faire. Euh, j'ai une question pour toi. Est-ce que, du coup, alors déjà, ces montées de version, est-ce que vous les gérez comment? C'est-à-dire, est-ce que dans l'équipe d'architecture, vous avez un calendrier et puis vous imposez aux équipes métiers, ou vous êtes plutôt organisé différemment sur les montées de version? Parce que je sais que vous avez un socle qui est très fort chez Mm, à Cépage, mm. et comment vous le déployez? C'est quoi la stratégie? En fait, on a donc nous, on livre un socle, et les métiers pointent sur ce socle pour développer leurs produits. Et du coup, on est découplé comme ça, en fait. Nous, on livre quelque chose au métier, et eux, ils se servent, en fait, et ils le prennent quand ils peuvent, en fait. Mais avec la contrainte qu'il ne faut pas qu'ils traînent de trop. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils restent sur des versions de socle trop anciennes, et il faut qu'ils s'astreignent à monter régulièrement, et pas rester sur des versions anciennes. Voilà, c'est comme ça qu'on... Voilà. On a vraiment des plannings distincts. Alors, quand eux, ils ont besoin de quelque chose, ils nous le donnent, ils nous font une demande. Et puis, on s'engage sur un délai, et des fois, on patch même, 1 ou 2, 3 versions, parce que comme on a 3 clients, on a 3 équipes clientes, ils peuvent être sur, 3 versions différentes. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux, parce que alors c'est pas vraiment le sujet de la discussion d'aujourd'hui, mais j'aurais bien aimé ton avis parce qu'il y a deux types de clients. Il y a des gens qui ont envie, des clients qui ont envie d'avoir un socle et qui investissent dans un socle, et d'autres qui disent non, le socle ça sert à rien, ça nous ralentit et on va plutôt se mettre dans les standards, purs standards de code. C'est quoi ton avis là-dessus sur la partie avoir un socle, pas avoir un socle en interne? Alors, bah, nous, le socle, il est obligatoire. Ou alors, quand tu dis socle, tu penses à quoi? Parce que nous, Bah, tu sais, nous vous dans le socle, il y a un ensemble de fonctionnalités que tu mets à disposition, qui sont ouais, codées dans le socle, ouais, et les utilisateurs n'ont pas vraiment le choix d'utiliser le socle. oui. Aujourd'hui, il y a plein de clients qui remettent ça en question et qui disent, bah, on n'a pas besoin de socle entreprise, et chaque projet fait un petit peu comme il veut. Ben, en fait, ça va dépendre de l'organisation de l'entreprise, mais nous, depuis le début, on a une organisation où on a mis l'équipe archi au centre des devs, et donc les équipes métiers qui s'appuient dessus. Et donc, on livre un socle, et en fait, au niveau archi, ils sont obligés, sinon ça marche pas, quoi. Ils sont obligés de l'utiliser, quoi. C'est-à-dire, voilà. Alors après, je peux comprendre que des clients disent que le socle, évidemment, c'est abstrait, et voilà, et voilà. Mais du coup, ça veut dire que tu vas être sur du DevOps, c'est-à-dire que chacun C'est ça. va Mm. éclater, enfin, il va y avoir des compétences archi forcément dans chacune des équipes métiers, pourquoi pas? Tu vas avoir 3 produits, complètement différents, peut-être en termes d'archi, mais de toute façon, à un moment donné, chacun des produits, il aura obligatoirement un socle pour fonctionner. Il va bien falloir qu'il ait un serveur à déployer pour déployer son code, il va bien falloir qu'il ait une gestion de pool, qu'il ait une gestion des connexions bases de données, enfin voilà. Donc, soit tu le mutualises, en fait, ça dépend de l'organisation de la boîte. Et en microservice, je sais que c'est pas du tout comme ça. En microservice, c'est décentralisé, hein. Les compétences sont vraiment liées aux microservices, hein. Je parle en architecture REST, hein, RESTful. Les compétences sont vraiment dédiées dans chaque microservice pour justement avoir un cycle de vie complètement isolé d'un microservice à l'autre. Nous, pour l'instant, en J2E, c'est monolithique, et c'est pas comme ça, quoi. D'accord, ok, je comprends ce que tu veux dire. Alors du coup, juste, on retourne au sujet principal de la dette technique. Est-ce que vous êtes des adeptes de l'audit de code? Alors fais attention à ta réponse parce que moi, je suis un adepte de l'audit de code. Est-ce que vous avez déployé ça en interne? Est-ce que vous en faites souvent? Comment vous organisez là-dessus? Tu parles des audits de code dynamique ou statique? Les deux, les deux. Ouais, alors, on est un adepte enfin, on a du sonar dans notre usine de dev, donc oui, oui, on fait des audits de code, enfin, de manière, c'est dans le process, quoi. C'est vraiment régulier, quoi. Donc on a une note sonar à chaque fois que on fait, par exemple, une pull request pour savoir le delta, la note, enfin, si le code qu'on a pondu, la différence, enfin, le nouveau code, est-ce il est quand même de qualité ou pas?
De temps en temps, je fais faire par une certaine société qui s'appelle Axopen des audits de code, donc sur certains pans isolés. Oui, de manière dynamique, là, pour avoir une vision externe, c'est bien aussi de ne pas rester enfermé et d'avoir un apport extérieur sur une autre vision, parce que des fois, on ne se rend pas compte de choses. Donc, de temps en temps, alors pas forcément, on va peut-être dire une fois tous les 2-3 ans, je le fais, ouais, sur la partie audit de code dynamique aussi. Ouais. Ok. Alors, avant je vois que le temps file. Alors, avant de transitionner vers une conclusion, moi j'aurais encore une question. Comment tu juges la maturité de ta boîte et de ton organisation sur la dette technique? Est-ce que aujourd'hui tu penses que c'est un sujet sur lequel vous êtes en contrôle et globalement tu te sens assez serein sur l'avenir ou tu as l'impression qu'au contraire tu es plutôt en train de ta dette technique grossit et ça dérive? On est dans une phase vraiment clé, une période vraiment clé, où en fait, on n'est pas encore en contrôle, mais on a mis en place toute une stratégie architecture à long terme que je suis en train de mettre en place justement pour contrôler l'offre et contrôler là où on veut aller, et notamment le découpage en microservices dont je t'ai parlé. En fait, ce découpage en microservices, il tape à fond dans cette technique-là, en fait, hein. L'idée, c'est de découper pour découpler. Et pourquoi on découple? Bah, pour découpler, ça veut dire, quand je touche un truc, je touche un fil dans le capot, bah, ça va pas péter un autre truc qui n'a rien à voir, mais je sais pas pourquoi ça pète là-bas, quoi. Et l'architecture monolithique, ben, J2E, tout est couplé et c'est ça, en fait. Voilà, on va essayer de découpler un minimum en termes de cycle de vie pour avoir des macro-services. C'est pas des micros, c'est des macros. Mais nous, ça nous convient tout à fait. On veut pas rentrer, voilà. Et donc, on est vraiment dans un moment charnière où on va rentrer dans cette ère-là. Voilà. Du coup, ça fait ma transition parfaite. Aujourd'hui, c'est ça la vision cible de l'architecture de cépage et les grands projets à horizon 5 ans, c'est d'être capable de casser ce socle monolithique pour en faire un multisocle, j'ai envie de dire, plus agile et plus microservice. Ouais, c'est ça, complètement. C'est la Combien de temps ça vision. va vous prendre? Bah, j'en ai aucune Non, idée. c'est une question bête, mais c'est une question intéressante parce qu'on a beaucoup d'éditeurs aujourd'hui qui se posent un peu cette question d'aller vers du microservice, Ouais. d'apporter un peu d'agilité, mais les avis divergent sur combien de temps cette transition peut prendre. Voilà, en fait, comme la plupart des jours là, pour faire ça, ils sont pas chez moi. Enfin, même si j'en ai, hein, forcément, mais ils sont dans les équipes métiers pour implémenter cette stratégie-là. Il faut justement qu'il y ait une stratégie. Si on veut que ça marche, il faut que ce soit une stratégie direction. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit la direction qui pousse, et donc il faut convaincre Qui la porte. direction qui porte ça. Sinon, ça marche pas, parce que moi, je vais pas pouvoir pousser tout seul si les plannings des équipes métiers vont pas dans ce sens-là, en fait. Bon, t'es optimiste? Ouais, ouais, je suis optimiste. Ouais, ouais, non, mais pour le coup, ouais, ouais, je suis hyper optimiste là-dessus, mais il y a encore du taf, quoi. Voilà. D'accord, il y a du Ah temps. ouais. Ouais. On va aller gentiment vers une conclusion. Alors, je sais pas si tu le sais, j'espère que tu es un adepte de nos podcasts et que tu les écoutes, mais il y a toujours une ou deux questions que j'aime bien poser pour la fin, Ah et non, je vais t'en poser ça une. fait, ça fait un moment que j'en ai Euh, pas écouté, donc non, je vais être surpris. tu devrais. Ma première question, c'est qu'est-ce que pour toi, alors tu as déjà commencé un petit peu tout à l'heure à en parler, qu'est-ce que pour toi, avec tes mots, qu'est-ce qu'un bon développeur? Un beau développeur, c'est un développeur qui... Alors, quand je recrute, je dis souvent que je cherche 3 qualités. Donc, je cherche l'humilité chez un développeur. Je déteste un développeur qui arrive avec ses a priori, son pot de connaissances et qui dit bah non, on fait comme ça, puis on fera pas autrement parce que c'est comme ça. Enfin, je veux dire, ça me rend dingue. Donc, première chose, c'est humilité. Deuxième chose, c'est l'exigence. On se pose, on va toujours chercher le mieux, essayer de comprendre. Et puis, troisième chose, c'est la curiosité, quoi. Je veux pas je veux des personnes qui soient curieux, qui se posent des questions. Et une question que je pose souvent en entretien quand je recrute, quand je fais des tests, c'est, quand tu es devant une page de ligne de code, c'est quoi tes principes de développement? Comment tu dis, «Ma page, elle va être comment?» C'est quoi tes règles? C'est quoi tes exigences? C'est quoi tes contraintes quand tu développes?
Comment tu penses dans ta tête, en fait. Et ça, c'est hyper important de savoir si tu vas dire, bah non, je vais commencer à développer, ou il va dire, bah déjà, je veux que mes fonctions, elles fassent pas plus de 15 lignes, je veux qu'elles soient indentées, je veux que mes attributs privés sont en haut, je veux qu'il y ait des getters setters, enfin voilà, je veux savoir tout ça, comment il raisonne, comment il pense, et comment il se lance dans son dev, en fait. Voilà. Donc pour moi, un bon développeur, c'est ça. C'est pas forcément un développeur qui va développer hyper vite, même si derrière c'est important. Voilà, mais d'abord, c'est ce qui se pose les bonnes questions, en fait. Voilà. Ouais, puis surtout, dans l'équipe d'architecture, c'est moins la vitesse que la pertinence de la ligne de code qui compte, quoi. Exactement, exactement. Euh, allez, je pose ma dernière question parce que celle-là, j'adore la poser, puis j'adore voir les réponses parce que moi, je commence à être un vieux briscard de l'informatique et des fois, je me dis que j'ai plus de rêve. Donc c'est pour ça que j'aime bien poser cette question. Est-ce que tu as encore un rêve en informatique autre qu'aller faire un potager et cultiver ta terre? Tu veux dire de manière virtuelle à la Farm Simulator? De manière- Exactement. Est-ce qu'il y a encore un truc, alors je vais être un peu dans le blanc, mais est-ce qu'il y a encore un truc qui te fait rêver et le matin tu te dis, allez, dans 5-10 ans, on va avoir cette techno, on va avoir ce truc et ça va être génial, quoi. En fait, non. Non. C'est pas ça qui me fait rêver dans l'informatique. En fait, c'est dans mon boulot d'archi, c'est un peu comme au niveau du bâtiment. Ce que j'aime bien, c'est prendre un vieux truc et le rénover et faire qu'il devienne joli avec des jolies pierres. Tu vois, un vieux bâtiment, une vieille grange que tu retapes et puis que tu en fais une super baraque en pierre. Voilà quoi. Donc ça, c'est ça mon trip dans l'info, c'est de prendre des. C'est pas de tout péter et de refaire à neuf, hein, dans la nouvelle techno qui sera obsolète au bout d'un an. C'est de prendre un code qui est vieux et d'essayer de faire avec les moyens du bord, un peu à la MacGyver, hein, pour arriver à faire que ce code-là, il soit sécurisé, il soit maintenable, qu'il consomme pas trop d'énergie, parce que maintenant ça devient, c'est une question qui va devoir aussi se poser dans le numérique, hein. Tout le monde parle du numérique, mais le numérique c'est hyper énergivore, donc c'est tout sauf bon pour le climat. Donc, vaut mieux avoir une feuille de papier qu'un ordinateur qui tourne, hein, voilà, malheureusement aujourd'hui. À un moment, il va falloir se poser ces questions-là aussi, de la consommation de notre code, de toutes les usines à gaz qu'on met en place, alors qu'on pourrait peut-être avoir des choses un peu plus simples. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, parfaitement. Et en plus, ça fait complètement écho chez moi parce que l'autre jour, j'ai fait une prise de conscience, tu vois, Ouais, un peu bêtement, tu vas me dire, mais en fait, je me suis dit, on développe des tonnes et des tonnes de projets, et je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui va rester de nous dans 20 ans, tu vois, dans ce qu'on développe. Et en fait, c'est là où j'aime bien ton approche, c'est de se dire, bah, en fait, si on prend même des vieux trucs bien faits, finalement, il y a peut-être plus de chances que ça bien reste sûr. dans le temps que notre petit code magnifique de petits Mais bien sûr. projets tout Non neufs mais qui, quand tu penses qu'on arrivait à faire des jeux sur Atari ou où il y avait, je sais pas combien de RAM, mais bon, on se parlait en kilos à l'époque et ça marchait très bien, tu vois? Aujourd'hui, il nous faut des gigas. Hein, mon fils qui joue à la PS, il me dit qu'il chargeait tous les jours un patch qui fait 2 gigas pour son jeu, mais je veux dire, on sait plus développer de manière simple, sans à enfin, l'économie. à économie quoi, hein, Ouais, parce que voilà, ouais. on sait plus faire ça. Les Et mecs de moi, je l'époque, cite c'était des souvent, et bons quand alors, même, hein. ben, moi, je cite souvent, tu sais, il y a un truc en interne auprès des gars, je cite souvent un truc, je dis, souvent, ils ont des problèmes de performance sur des projets, tu vois. Et le gars, il me dit, ouais, parce que le serveur, il a pas assez de RAM, du coup, on va lui rajouter 4 gigas de RAM. Et je lui dis, mais t'imagines, en fait, en vrai, ce que tu es en train de rajouter, 4 gigas, tu te rends compte de ce que ça veut dire? T'as 20 clients et tu me demandes d'avoir 16 gigas sur un serveur, mais est-ce que tu te rends compte, tu vois, du truc? Mais en fait, Ouais. ils se rendent plus compte, Non, ils tu se vois. rendent plus compte. Avec le cloud, avec Bah oui, l'instanciation, tu te rends plus compte, quoi. bah oui, c'est ça. Mais alors, on paraît pour des vieux cons, là, Bah oui, 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 tout à je te le dis, fait. Fabrice. Tout à fait. Mais j'assume. Mais moi, je leur dis souvent, je leur dis, mais tu sais que quand tu me demandes de rajouter 4 gigas de RAM, c'est comme si tu me disais, on va mettre 2 heures et demie de film en streaming dans la RAM. Tu vois. C'est exactement ça, quoi. Et tu C'est dis, ça. est-ce que ça te paraît cohérent pour générer 3 factures? C'est ça. Complètement. Complètement. Non, non, mais en fait, la contrainte de perf, ça aussi, un bon développeur, il doit faire ça maintenant. Et il doit se poser des questions, il doit vérifier que son code, il tient dans un minimum d'environnement d'exécution, dans un minimum de RAM, et qu'il lui faut pas, comme tu dis, 4 Go pour qu'il s'exécute, quoi. Voilà. Et ça, aujourd'hui, avec l'augmentation, la loi de Moore et tout ça, on- on-
il y a eu moins pendant une période, je pense que c'est en train de revenir, mais en tout cas, il y a eu une période où on s'en foutait complètement, quoi. Voilà, on codait, même si c'est pas grave, il y a des fuites de mémoire, on s'en fout. La machine, elle va compenser, quoi. Voilà. Non, mais. C'est clair. Voilà. Comme des gros salles. C'est ça. Fabrice, merci. De rien. C'était un plaisir d'avoir cette conversation avec toi. J'espère à tous ceux qui nous écoutent que ça a été agréable. Euh, on n'est pas si vieux con que ça avec Fabrice. On essaie de se maintenir. Hein, même nous, on essaie de travailler pour être un peu Ouais. moins vieux que ça. Merci Fabrice. De rien.